Je m'appelle Ion, et avant que quelqu'un ne pense que je n'étais qu'un simple employé rural chargé de compter les arbres, je tiens à préciser que porter l'uniforme de garde forestier en Roumanie n'est pas un travail, c'est une condamnation. Une condamnation à la peur, à l'affrontement constant, d'être chaque jour entre l'ordre et le chaos, et de savoir que dans ce monde de troncs et de racines, l'ennemi n'est pas un animal sauvage, mais l'homme lui-même. J'ai grandi en voyant mon père exercer le même métier. Il disait que la forêt avait une voix, basse, rauque, traînante, comme celle d'un vieillard mourant qui tente d'avertir de quelque chose. Dans ma jeunesse, je trouvais cela poétique, mais un peu facile venant d'un homme fatigué. Aujourd'hui, je sais qu'il essayait de me préparer à ce qui allait arriver. Les journées commençaient tôt. Je me réveillais avec le chant du coq. Je buvais un café amer comme du fer brûlé. J'enfilais mon uniforme et je marchais jusqu'à la lisière de la forêt. Là, je faisais toujours une pause. Je regardais à l'intérieur. Je respirais. Et ce n'est qu'ensuite que je franchissais la ligne invisible qui séparait le monde des vivants, du monde, de ceux qui persistent. Être forestier en Roumanie, c'est vivre entre deux guerres, la guerre contre les éléments, la guerre contre les hommes qui veulent tout détruire pour gagner rapidement de l'argent. Et c'est de cette deuxième guerre que naît mon histoire. Une guerre sale, inégale et inévitable. L'ennemi, hache à la main. Dans la plupart des pays, quand on pense aux bûcherons illégaux, on imagine une demi-douzaine d'hommes nerveux transportant des troncs en cachette. Pas ici. En Roumanie, les bûcherons illégaux sont une sorte d'armée informelle. Ils arrivent avec des camions rouillés, des tronçonneuses affûtées comme des poignards, des haches qui semblent avoir été héritées de grands-pères violents. Et ils viennent toujours au cœur de la nuit. Et puis ça arrive. 100 arbres abattus en une seule nuit, 100 troncs arrachés au cœur de la forêt, 100 cicatrices laissées à jamais. Et quand vous essayez de les en empêcher, ils attaquent. Pas avec des menaces, avec des lames, avec des dents apparentes, avec des machines hurlant comme des démons étouffés. Nous, les forestiers, patrouillions sans armes, sans renfort policier, sans gilet pare-balles. C'était comme envoyer quelqu'un chasser les loups en utilisant uniquement sa voix. Et chaque nuit, nous rentrions chez nous avec la même pensée. Combien de temps avant que l'un d'entre nous ne revienne pas? La décision du gouvernement. La situation s'est tellement détériorée que le gouvernement a décidé que si nous ne parvenions pas à empêcher les vols, nous paierions les dommages. Du jour au lendemain, mon salaire a diminué, puis il a encore diminué, puis il a presque disparu. C'était comme si l'État avait décidé que nous, qui risquions notre vie tous les jours, étions les coupables, pas les criminels, les gardes. C'est alors que j'ai compris que le plus grand couteau planté dans notre dos n'était pas celui des bûcherons, mais celui de la politique. Malgré tout, certains d'entre nous sont restés fermes. Ceux qui avaient une famille ne pouvaient pas abandonner. Ceux qui aimaient la forêt ne voulaient pas laisser les criminels gagner. Nous avons alors pensé, si nous ne pouvons pas utiliser d'armes à feu, utilisons notre intelligence, les nuits de la résistance. Nous avons commencé à nous cacher parmi les arbres pendant l'aube, avec nos lanternes éteintes et le cœur battant si fort qu'il semblait résonner entre les troncs. 3 heures du matin, un épais brouillard, le bruit d'un moteur lointain. La tronçonneuse déchirait l'air, s'étouffait, hurlait, un son si fort qu'il semblait faire vibrer les os. C'était l'appel de la guerre. La stratégie était simple. S'il y avait beaucoup de bûcherons, nous nous contentions d'observer et de prendre des notes. S'ils étaient peu nombreux, nous essayions de les effrayer en leur faisant croire que nous étions plus nombreux que nous ne l'étions en réalité. De temps en temps, cela fonctionnait. Mais parfois, ils nous attaquaient. Et vous ne connaissez pas la terreur tant que vous n'avez pas vu un homme courir vers vous avec une tronçonneuse allumée, le visage éclairé par la lame rotative, les dents serrées dans un sourire bestial. La tronçonneuse n'est pas seulement un outil de travail, c'est une arme, une menace, un rugissement. Et avec le temps, ces hommes ont cessé de fuir. Ils se sont mis à chasser. La tactique de la victoire et la naissance de la tragédie. Mais alors, lors d'une des rares nuits chanceuses,
Deux de mes collègues, Niku et Gavril, ont utilisé une astuce qui semblait tout droit sortie d'un film. Niku s'est avancé seul vers un groupe de bûcherons, pointant sa lampe torche, criant, donnant des coups de pied dans les branches, donnant l'impression qu'une opération entière était à ses trousses. Pendant ce temps, Gavril s'est faufilé jusqu'au camion des criminels et a crevé 3 pneus avec son couteau. Le lendemain matin, nous avons trouvé le camion abandonné, avec des grumes illégales encore dans la benne et des pneus dégonflés comme de vieux ballons. C'était la première fois depuis des mois que nous sourions vraiment. Pour la première fois, nous avions le sentiment d'être en train de gagner. Et ce sentiment, cette lueur d'espoir, c'est ce qui a permis à la tragédie de s'installer sans que nous nous en rendions compte. La nuit qui a marqué le début de la fin. Le jeune Pavel, un garçon d'une vingtaine d'années plus courageux que raisonnable, est parti seul patrouiller dans un secteur qui n'avait jamais posé de problème. Il a appelé par radio, la voix haletante. « Il y a 2 camions ici, 2, ils sont revenus. Ils coupent du bois là où personne ne chercherait. Nous avons couru, tous. » Comme une bande de désespérés essayant d'arriver avant qu'il ne soit trop tard. Mais au milieu de la course, au milieu de la neige piétinée, au milieu de la peur qui nous coupait le souffle, la radio est restée muette. « Pavel, réponds, sors de là. On arrive. » Silence. Un silence si absolu qu'il semblait y avoir un mur de pierre entre nous et lui. Nous avons couru plus vite, mais il était déjà trop tard. Ce que nous avons trouvé, quand le soleil a commencé à se lever, répandant une lumière bleutée entre les arbres, nous avons entendu un cri, un seul cri, horrible, mortel, le cri de quelqu'un qui a trouvé quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Nous avons couru vers le bruit. Nos bottes glissaient dans la boue gelée. Les lanternes tremblaient dans nos mains. Le monde entier semblait avoir rétréci. Et là se trouvait ce qui restait de Pavel. Je ne peux pas décrire cela en détail. Même maintenant, tant d'années plus tard, mes mains tremblent lorsque j'essaie de revivre cela. Il n'avait pas seulement été tué, il avait été démembré, découpé, brisé, torturé. C'était un message, et ce message était simple. Vous ne gagnerez pas. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai enlevé mes bottes couvertes de sang séché, et j'ai réalisé que j'avais vieilli de 10 ans en une seule journée. Le matin où nous avons trouvé les restes de Pavel éparpillés parmi les vieilles racines, quelque chose est mort en chacun de nous. Une partie de notre innocence, si tant est que les gardes forestiers en avaient encore, a été arrachée comme l'écorce d'un vieil arbre. Cette clairière où son corps avait été abandonné n'était pas seulement une scène de crime, c'était un autel, un message, un rituel d'intimidation perpétré par des hommes qui avaient appris à utiliser la forêt comme une arme. Je regardais les yeux vides de Pavel, ou plutôt l'endroit où ils auraient dû se trouver, et je sentais 2 forces grandir en moi. 1. Une haine si profonde qu'elle brûlait comme des braises ardentes. 2. Une peur si grande qu'elle semblait ouvrir des trous dans ma poitrine. Le plus effrayant n'était pas la brutalité, c'était la précision, la coupe parfaite, la destruction planifiée, la disposition des restes, l'intention calculée d'humilier. Les bûcherons illégaux avaient franchi une limite, et nous allions être contraints de la franchir aussi. Cette nuit-là, aucun d'entre nous n'a dormi, non pas parce que nous ne le voulions pas, mais parce que la forêt semblait bouger. Les bruits habituels, le vent, les branches qui craquaient, les animaux qui couraient, ont été remplacés par quelque chose de plus dense, de plus vivant, de plus conscient. C'était comme si la forêt elle-même observait ce que nous allions faire maintenant qu'un de ses protecteurs avait été transformé en trophée. La révolte qui a brisé le silence. À l'aube, nous avons été convoqués à l'ancienne caserne. Le chef était là, les yeux enfoncés, le visage gris, les cheveux ébouriffés. Il ne semblait pas être le même homme qui, quelques mois auparavant, avait tenté de nous convaincre que nous serions capables de vaincre le crime avec des notes et des lampes de poche. Il a regardé toute la salle, a serré les poings et a dit
Ça suffit. Ils ont déclaré la guerre. Maintenant, nous allons riposter. Le silence a éclaté en murmures, en respirations haletantes, en gens essayant de retenir leurs larmes. Je n'avais jamais vu autant de haine accumulée dans un seul groupe d'hommes. Puis il a continué. Je ne perdrai plus personne. Ni vous, ni moi. J'ai parlé à la mairie, aux députés, à qui il fallait. À partir d'aujourd'hui, vous serez armés. L'impact fut immédiat, presque physique, comme un coup de tonnerre traversant la pièce. Certains écarquillèrent les yeux. D'autres murmurèrent des prières. D'autres encore frappèrent du poing sur la table. Puis le chef retira un tissu sale qui recouvrait la table, révélant ce qui était caché. Des fusils. Vieux, certes. Usés, certes. Mais fonctionnels. De longues armes, froides, lourdes, qui n'auraient jamais dû appartenir à des gardes forestiers. Mais maintenant, elles leur appartenaient. Le poids du métal dans la main. Quand j'ai pris le fusil pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas du pouvoir, ce n'était pas du soulagement. C'était du deuil. C'était comme si l'arme était la tombe de Pavle, collée à ma main, me rappelant que ce métal n'était pas là pour la fierté. Il était là pour éviter un deuxième cercueil. Mon partenaire, Gavril, qui tremblait encore en se souvenant de la nuit où il avait crevé les pneus du camion ennemi, murmura « Si Pavle avait dû une arme, serait-il encore en vie ?» Personne n'a répondu. Parce que nous pensions tous la même chose. Oui, peut-être. Et penser cela faisait encore plus mal. À partir de ce jour, notre patrouille a cessé d'être une ronde. Elle est devenue une veillée. Les jours suivants, le deuil transforme les hommes ordinaires en prédateurs. La mort de Pavle s'est répandue dans le village comme un feu de paille sèche. Les mères ramenaient leurs enfants à l'intérieur. Les personnes âgées fermaient leurs portes et leurs fenêtres. Les hommes cessaient de rire au bar. Les chiens aboyaient dans l'obscurité de la forêt comme s'ils savaient que quelque chose de grand, d'ancien et de mauvais s'était réveillé. Et nous, les gardes, avons subi une transformation silencieuse. Avant, nous marchions dans la forêt avec des planches à dessin. Maintenant, nous marchions avec des armes. Avant, nous voyions des troncs marqués par des haches. Maintenant, nous voyons une intention meurtrière. Avant, nous essayions de noter les plaques d'immatriculation des camions. Maintenant, nous cherchions des yeux cachés dans l'ombre des arbres. Un soir, dans un campement improvisé, l'un d'entre nous a dit « Ils pensent qu'ils sont les propriétaires de la forêt. Mais la forêt est notre maison. » J'ai regardé l'obscurité derrière lui et j'ai pensé « Non, la forêt n'a jamais été notre maison. Nous ne faisons que vivre ici. Eux, ils appartiennent à cet endroit. » La première patrouille armée. Le gouvernement a mis du temps, mais il a fini par fournir des munitions. Peu, bien sûr. Comme si les munitions étaient une aumône et non la différence entre rentrer vivant ou mort à la maison. Nous avons été répartis en binômes. Chaque binôme a reçu un itinéraire fixe, des cartes, des lampes torches neuves, des radios révisées. Lors de notre première patrouille armée, mon cœur battait si fort que j'étais sûr que les bûcherons nous entendraient avant même que nous arrivions à la clairière. La forêt était plus sombre, plus lourde. Le vent ne soufflait presque pas. Vers 2 heures du matin, nous avons entendu quelque chose. Un moteur lointain. Le rugissement d'une tronçonneuse qui démarrait. Et, pire que tout, des rires. Des rires humains, grossiers. Sale, assombrissant l'air. Gavril m'a regardé, a serré son fusil et a hoché la tête. Il était temps d'affronter le monstre. Nous avons continué à ramper jusqu'à la clairière, passant par des branches humides, des racines exposées et des feuilles qui semblaient murmurer sous nos mains. Lorsque nous nous sommes suffisamment approchés, nous avons vu la scène. 2 camions, 4 tronçonneuses, 9 hommes. Tous riaient, fumaient et jetaient des troncs dans le camion comme s'ils transportaient des sacs de blé. Et puis, nous avons vu la marque. Un énorme tronc, fraîchement coupé, portait un symbole brûlé dans le bois, un huile. Et en son centre, était coincée une mèche de cheveux, des cheveux humains,
foncé, fin. Gavril a murmuré. Ils ont fait ça pour nous provoquer. Ils veulent que nous entrions. Et c'était vrai. Ce symbole était une invitation, un avertissement, une promesse de violence, le choix qui allait tout changer. Nous aurions pu battre en retraite, appeler des renforts, attendre le lever du jour. Mais à ce moment-là, nous nous sommes souvenus du visage de Pavle, de son corps brisé, de la douleur de sa mère lors des funérailles, de l'humiliation, du sentiment d'impuissance. Le deuil s'est transformé en poudre à canon. Et la poudre à canon s'est enflammée. Gavril a levé son arme, moi aussi. C'était le moment. Le moment où nous avons cessé d'être des gardes pour devenir les prédateurs. La confrontation interrompue. Mais avant que nous tirions, quelque chose d'autre s'est produit. Quelque chose auquel aucun d'entre nous ne s'attendait. Les bûcherons ont cessé de rire, tous en même temps, comme s'ils obéissaient à un ordre silencieux. L'un d'eux a levé la tête, puis un autre, et un autre. Tous ont regardé dans la même direction, vers le fond de la forêt. Nous avons suivi leurs regards, et là, dans l'ombre, nous avons vu une silhouette, grande, immobile, observant. Ce n'était pas un bûcheron, ce n'était pas un animal, c'était humain, mais pas complètement. La forme était si immobile qu'elle semblait faire partie de la forêt. Mais la présence était celle de quelque chose qui ne devrait pas exister parmi les hommes. Gavril s'est figé. J'ai senti ma colonne vertébrale devenir froide, comme de l'eau de fonte. La silhouette fit un pas. La lumière de la lune éclaira quelque chose dans sa main. Une lame, tordue, rustique, brillante comme si elle était mouillée. Puis, dans un geste lent, la silhouette leva la lame vers le haut, non pas pour nous menacer, mais pour saluer les bûcherons, comme pour dire « Continuez, je suis là, vous avez ma bénédiction ». Les criminels ont répondu par un cri guttural, quelque chose entre un chant et un cri de guerre, et nous avons enfin compris, la forêt comptait plus de monstres que nous ne l'imaginions, et ils étaient unis. Cette silhouette qui observait les bûcherons, immobile, grande, la lame levée vers le ciel, était comme le symbole d'un ancien réveil. À cet instant, nous avons réalisé quelque chose que nous n'avions jamais envisagé auparavant. Les voleurs de bois n'étaient pas seuls. Ce n'étaient pas seulement des criminels ordinaires. Ils avaient des alliés, ou des complices, ou des protecteurs, peut-être même des chefs. La silhouette disparut entre les arbres avec un mouvement si silencieux qu'elle semblait faire partie de la végétation. Et lorsqu'elle eut disparu, les bûcherons se remirent au travail comme s'ils avaient reçu une permission divine. Gavril et moi restâmes figés, regardant la lueur des tronçonneuses éclairer les morceaux de tronc arrachés. Le froid nous brûlait le visage, mais ce qui faisait vraiment mal, c'était le sentiment que toute la forêt nous observait, attendant notre prochaine action. C'est Gavril qui a murmuré « Ils ont un des leurs, et nous avons perdu le nôtre ». C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point la mort de Pavle avait tout changé. Il n'était pas seulement un collègue, il était un symbole. Un jeune homme plein de foi dans sa profession, plein d'espoir que protéger la forêt était une noble vocation. Et maintenant, son corps, ou ce qu'il en restait, était enterré sous la terre froide, tandis que les assassins continuaient à abattre des arbres et à rire dans l'obscurité. La révolte grandissait en moi comme une fièvre. La rencontre inévitable. Le lendemain matin, après avoir aperçu cette étrange silhouette, nous avons fait ce que nous n'avions jamais fait auparavant. Nous avons convoqué tous les gardes de toutes les régions du parc à une réunion générale. Environ 28 hommes se sont présentés. Certains étaient épuisés, d'autres étaient furieux, d'autres encore avaient clairement peur. Le chef a accroché la carte de notre région au mur, a tapé du poing sur la table et a parlé avec une fermeté qu'il n'avait même pas montrée lors des funérailles de Pavle. Ils pensent qu'ils sont les patrons ici. Ils pensent qu'ils peuvent nous tuer et continuer. Ils pensent que la forêt leur appartient. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, ils vont apprendre qu'il y a des limites. Silence absolu. Il a poursuivi. Vous avez vu ce qui est arrivé à Pavle. Et vous voyez maintenant qu'ils ont quelque chose, qui les dirige. Très bien. Nous allons descendre la montagne. Nous allons entrer par la route nord et nous allons les trouver. Aujourd'hui, la forêt va entendre notre réponse. C'est ainsi qu'un groupe de gardes forestiers, des hommes qui jusqu'alors mesuraient des troncs et répertoriaient les oiseaux, se prépara à lancer l'une des opérations les plus dangereuses jamais menées dans cette région. La descente vers la vallée interdite. Nous sommes partis par groupes de 4, chacun armé de fusils usés, de lampes torches, de machettes et d'un courage plus grand que le bon sens. Le vent semblait s'être arrêté. Les arbres étaient trop immobiles, trop silencieux. Le silence n'était pas normal, c'était comme le silence de quelque chose qui respire lentement avant d'attaquer. Nous avons traversé la vallée où Pavle avait été trouvé. L'odeur était toujours là. Une odeur métallique, douce et aigre qui ne quitte jamais complètement la terre. Gavril a murmuré « Ils n'ont pas effacé leurs traces, ils sont confiants. » Ou « Ils veulent que nous entrions. » Et la deuxième option semblait la plus probable. Nous avons marché pendant des heures. Le bruit des tronçonneuses a commencé à se faire entendre au loin, résonnant comme des monstres mécaniques déchirant le ventre de la forêt. En nous approchant, nous avons vu quelque chose qui nous a tous rendus plus tendus. Il y avait un feu de camp, et au sommet du feu, suspendu, se trouvait la plaque d'identification de Pavle. La plaque avait été brûlée, tordue, marquée de coups de hache. C'était une invitation ou une provocation, ou les deux. Le chef cracha par terre et dit « Aujourd'hui, c'est fini. » L'attaque. Ce qui s'est passé ensuite a été rapide, brutal et chaotique. Il n'y a eu ni discours, ni menace, ni négociation. Le premier coup de feu est venu de notre équipe. Je ne sais pas qui a appuyé sur la gâchette. Peut-être était-ce moi, peut-être Gavril, peut-être un autre collègue qui tenait son propre deuil à 2 mains. Le coup de feu a déchiré l'air. Un bûcheron est tombé. Un autre s'est enfui. Un autre a essayé de démarrer sa tronçonneuse pour s'en servir comme arme. La forêt s'est transformée en champ de bataille improvisé. Attention derrière. Il s'enfuit. Ne le laissez pas monter la colline. Tirez sur les roues du camion. Et puis nous avons remarqué quelque chose d'horrible. La silhouette de la nuit précédente était là, debout, à plusieurs mètres de distance, observant tout ce qui se passait. Toujours immobile, toujours sombre, toujours impossible à identifier. Mais il y avait une différence. Il ne se contentait pas d'observer. Il pointait du doigt. Il nous pointait du doigt. Il pointait du doigt les bûcherons. Il pointait du doigt l'intérieur de la forêt. C'était comme s'il était le juge de la forêt, décidant qui vivrait et qui mourrait. Le chef a vu la silhouette, a levé son fusil et a crié « C'est lui le chef !» Mais avant qu'il ait pu tirer, l'homme a disparu comme s'il s'était dissous dans l'air. La capture. Après 40 minutes d'affrontement, nous avons réussi à encercler et à capturer 4 bûcherons. Ils ont jeté leurs armes par terre, levé les mains et se sont mis à pleurer. Oui, pleurer, comme des enfants. L'un d'eux, le visage couvert de terre et de sciure, a dit « Vous ne comprenez pas, il n'est pas l'un des nôtres. » « Qui est-il » ai-je demandé. L'homme a tremblé. Il tremblait comme